Pour étudier le mouvement d'un système, il est impératif de maîtriser les lois de la mécanique. C'est donc ce qu'on va travailler dans ce chapitre. Nous avons vu précédemment les outils que l'on devait utiliser pour décrire le mouvement d'un système, avec le vecteur vitesse et son expression V égale delta OG sur delta T, quand la durée delta T est faible. Mathématiquement, on peut écrire aussi V égale dOG sur dt, ce qui correspond au fait que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On a vu également le vecteur accélération, avec son expression A égale delta V sur delta T, qu'on peut écrire autrement, A égale dV sur dt, ce qui correspond au fait que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Étudions maintenant les lois de Newton. Ces lois ne sont vérifiées que dans des référentiels adaptés, appelés référentiels galiléens. On choisit par exemple le référentiel terrestre, lié à la surface de la Terre pour l'étude de mouvements de courte durée au voisinage de la Terre. Pourquoi de courte durée ? Parce que la Terre tourne sur elle-même. Et si on travaille sur une durée de l'ordre de 24 heures, eh bien par ce phénomène, le référentiel n'est plus galiléen. On peut choisir le référentiel géocentrique, lié au centre de la Terre, et dont les axes sont orientés vers des étoiles lointaines pour l'étude du mouvement des satellites terrestres. Le référentiel héliocentrique, lié au centre du Soleil, orienté vers les mêmes étoiles lointaines pour l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire. Maintenant, les lois de Newton, avec la première loi de Newton, encore appelée principe d'inertie. Considérons le système bloc de glace, qui est au repos sur son camion, au repos également. Ce système est en contact uniquement avec la benne, contact qu'on suppose sans frottement. Ce système est alors soumis à deux forces, l'action de la Terre, le poids P, et comme il n'y a pas de frottement, l'action de la benne qui est perpendiculaire à son support, qu'on appelle encore réaction grand R. Ces deux forces se compensent, le système est dit pseudo-isolé. Que fait la glace quand le camion benne va démarrer ? Eh bien, on se rend compte qu'il tombe à la verticale. Pourquoi ? Immobile au départ et pseudo-isolé, ce système serait resté tout simplement immobile. Mais comme son support se met en mouvement, il chute verticalement. Si on prend le même bloc de glace sur le toit d'un car, il est aussi pseudo-isolé. Et quand le car freine brusquement, eh bien, il va chuter devant lui. Ce bloc étant pseudo-isolé, il serait resté dans le même mouvement. Mais avec ce freinage brusque, il continue son mouvement, mais le support ayant disparu, il chute. Rentrons un peu plus dans les détails sur la nature du mouvement avec un autre exemple. Un palais se déplaçant sur de la glace. Avec cet enregistrement, on peut constater que le mouvement peut être qualifié de rectiligne uniforme. Si on représente en plus les forces agissant sur ce système, P et N, poids et réaction du support, on constate que ces deux forces se compensent et donc que le système est pseudo-isolé, comme tout à l'heure avec le bloc de glace. La première loi de Newton s'énonce donc ainsi. Pour un système isolé, c'est-à-dire soumis à aucune force, ou pseudo-isolé, c'est-à-dire soumis à des forces qui se compensent, eh bien, si son centre d'inertie est au repos, il reste au repos. Si son centre d'inertie est en mouvement, il garde un mouvement rectiligne uniforme. Étudions maintenant la troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques. Prenons le cas d'un marcheur. Celui-ci s'appuie sur le sol pour se propulser. Il exerce donc une force qu'on peut symboliser par F de M sur S, la force qu'exerce le marcheur sur le sol. En même temps, si le marcheur exerce une action sur le sol, alors le sol agit sur le marcheur en exerçant une force, F de S sur M. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière force que le système marcheur est capable d'avancer. De la même façon, étudions une balle qui va rebondir sur le sol.
Eh bien, on se rend compte que lorsque balle et sol sont en interaction, eh bien, les deux forces, F de sol sur balle et F de balle sur sol, ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. Ainsi, si un corps grand A agit sur un corps grand B avec la force F de A sur B, eh bien le corps grand B agit aussi sur le corps grand A avec la force F de B sur A. La troisième loi de Newton énonce donc que F de A sur B égale moins F de B sur A, que les corps soient au repos ou en mouvement. Cette fois-ci, la deuxième loi de Newton. Prenons l'exemple de deux chariots. Ils sont tirés par un câble, et la force qui entraîne ce mouvement est directement liée au contrepoids placé à l'extrémité des poulies. Avec la même masse et les mêmes contrepoids, les chariots ont évidemment le même mouvement et donc la même accélération. Ils atteignent en effet la même vitesse de 2,9 mètres par seconde en 0,61 secondes. Maintenant, augmentons la masse du chariot bleu sans modifier le contrepoids, donc sans modifier la force appliquée. La mise en mouvement du chariot bleu est plus difficile pour la même force appliquée. Le chariot bleu acquiert en effet une accélération plus faible, sa vitesse atteint 2 mètres par seconde en 0,85 secondes maintenant. Retrouvons à nouveau la même masse pour le chariot bleu, mais augmentons la force appliquée, donc augmentons le contrepoids. Là, l'accélération du chariot bleu est bien plus importante que celle du chariot rouge. Ainsi, on a pu mettre en évidence que plus la masse du système est élevée, plus il est difficile de le mettre en mouvement et donc de l'accélérer. Il faudra fournir une force plus importante. De plus, plus la force appliquée est importante, plus l'accélération sera élevée. On peut établir la relation vectorielle somme des forces extérieures égale ma, qui correspond à la deuxième loi de Newton. On peut aussi utiliser le fait que l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et donc écrire somme des forces extérieures égale mdv sur dt. La masse étant constante, on peut la placer à l'intérieur de la dérivée. Et là, on reconnaît le vecteur quantité de mouvement, P, qui est égal à mv. Ainsi, la deuxième loi de Newton peut s'écrire également somme des forces extérieures égale dp sur dt. Dernier point, intéressons-nous à la quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé. On travaille cette fois-ci avec deux mobiles autoporteurs qui vont entrer en collision. Avec le dispositif expérimental, on peut enregistrer la trajectoire des deux centres d'inertie des mobiles. On voit apparaître les croix blanches. Donc ici, on va s'intéresser au système total, mobile 1 et mobile 2. Comme dans le cas du système bloc de glace, avec le système de soufflerie qui est sur ces mobiles autoporteurs, eh bien les frottements sont limités. Ainsi, le poids de chaque mobile compensera exactement la réaction du support de chaque mobile. Le système est pseudo-isolé. On va s'intéresser au vecteur quantité de mouvement du système total avant et après le choc. Donc, avec les enregistrements, on va pouvoir construire les vecteurs quantité de mouvement avant le choc, déjà, c'est-à-dire P1 et P2. Pour avoir la quantité de mouvement du système total, il suffit de faire une addition vectorielle. On recommence la même opération après le choc. P'1, P'2 et le vecteur quantité de mouvement total, P'. On constate que P et P' ont même direction, même valeur et même sens. On peut donc en déduire que pour un système isolé ou pseudo-isolé,
eh bien la quantité de mouvement est conservée. C'est-à-dire que P avant est égal à P après. Cette propriété est directement liée en fait à la troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques qu'on a vu précédemment. Elle permettra d'expliquer la propulsion par réaction, notamment pour le décollage d'une fusée. Toutes ces lois seront utilisées dans les différentes activités qu'on traitera, et leur connaissance est essentielle pour expliquer et comprendre le mouvement d'un système.